bonsoir. Je vais avoir l'outrecuidance de présenter l'invité, le conférencier, au sortir d'une grande journée doctorale de l'ARC 5, donc, qui est le dispositif de soutien à la recherche et aux études doctorales en particulier de la région Rhône-Alpes, devenue Auvergne-Rhône-Alpes. Donc Dominique Pestre se trouve être notre conseiller scientifique pour tout le domaine de l'histoire et de la philosophie des sciences, et nous en sommes très honorés depuis de longues années. Donc c'est un compagnonnage qui culmine un peu ce soir. À l'occasion de la sortie des 3 volumes de cette somme que vous connaissez, j'imagine tous, qui est sortie donc sur l'histoire des sciences, et des savoirs, histoire transnationale, au Seuil, histoire illustrée, belle histoire, et donc désormais référence absolument incontournable et première dans ce domaine. Alors, j'ai demandé à Dominique quelles étaient les 2 recommandations de lecture les plus urgentes pour qui s'initierait à son œuvre considérable. Et donc, il a bien voulu me dire les 2 références qui auraient sa préférence à lui. Donc, c'est l'introduction aux sciences et aux techniques, aux science studies, pardon, à la découverte. Donc, voilà le terme anglais pour désigner tout ce domaine. Et puis, Sciences, argent et politique, donc livre qui est paru, lui, à l'INRA, et qui traite de ces 3 pôles, les sciences, l'argent et la politique, dans les 50 presque dernières années, rapports donc qui se sont resserrés, renoués dans cette période. Voilà. Les 3 volumes qui vont constituer la Bible du domaine sont posés, et tu vas pouvoir t'appuyer sur eux. Voilà, eh bien écoute, la parole est à toi. La conférence sera suivie d'un échange avec la salle, avec l'auditoire, et puis ensuite l'ARC 5 nous invitera tous à nous rejoindre autour d'un pot, pour terminer la soirée en beauté. Voilà. À toi. Merci. J'ai amené les 3 volumes pour que vous puissiez les voir et les toucher. Je vous les fais circuler. Ayez la gentillesse de me les rendre à la fin. Vous les achetez, c'est possible. Voilà. Bien, comme vous voyez, c'est un ensemble un peu épais de 3 volumes. Ça fait 1500 pages. Il y a 70 auteurs. Si vous voulez, on pourrait dire qu'est-ce qui caractérise le choix que j'avais fait, ou que j'ai fait avec mes amis, de prendre la chose comme ça. La première chose, c'était d'abord de penser les sciences et les autres formes de savoir en situation et ensemble. De ne pas traiter les sciences comme une entité séparée qui poserait pas de problème, mais de montrer comment elle a des liens, et je vais vous expliquer pourquoi nous avons pris ce parti pris. Elle a des liens très organiques avec toute une série d'autres gens qui possèdent des formes de savoir extrêmement variées, et que les 2 se sont développés en parallèle. Et en même temps, si nous commençons au XVIe siècle, c'est que nous avons souhaité commencer avec les grandes découvertes, qui est un moment extrêmement important de reconfiguration. L'autre chose, c'est que vous imaginez que si vous voulez raconter l'histoire des sciences et des savoirs sur 5 siècles, on ne peut pas le faire de façon linéaire. C'est-à-dire, c'était ça l'idée, il n'y a pas un récit. L'idée, ça a été de combiner à la fois dans des introductions, des conclusions, des synthèses, mais en même temps de laisser aux auteurs une grande variété d'objets et d'échelles auxquelles les prendre. Vous pouvez très bien avoir dans le premier volume, par exemple, un chapitre qui s'appelle « Le bureau de Colbert », donc qui travaille à une échelle extrêmement réduite. Qu'est-ce que c'est Colbert et son bureau ?
Mais il y a des chapitres qui peuvent s'appeler les sciences et la guerre au XXe siècle. Donc là, on est à des échelles complètement différentes. C'est délibéré. On circule entre des échelles complètement différentes. La troisième chose que nous avons, c'est un plan d'approche un peu homogène et systématique. C'est-à-dire que nous nous sommes posés toutes les questions et essayé sur chacun des volumes de les décliner. Par exemple, quelles sont les grandes multinationales du savoir? Alors on va dire, je ne sais pas, au XVIIe siècle, vous pouvez prendre les jésuites. Ça, c'est une grande multinationale des savoirs. C'est la plus grande multinationale des savoirs du XVIIe siècle. Mais vous pouvez prendre la Compagnie des Indes néerlandaises, qui est une autre institution majeure. Mais alors donc, au XXe siècle, ce serait quoi? Est-ce que c'est la Banque mondiale aujourd'hui? Est-ce que, vous voyez, on a essayé de travailler systématiquement comme ça et d'avoir un plan qui se répète dans les volumes. C'est-à-dire qu'en gros, on aborde successivement les mêmes type de questions, c'est un peu adapté suivant les périodes, mais il y a donc une volonté systématique qui a laissé une grande liberté aux auteurs avec délibérément des variations d'échelle et l'idée de prendre les sciences et les savoirs dans le même mouvement, en quelque sorte. Bon, je dis quelques mots sur la chronologie, mais je ne centrerai pas mon exposé sur les chronologies, mais on le sait bien, toute chronologie, c'est un choix, c'est une interprétation, c'est une lecture, elle est toujours de parti pris, elle a toujours ses forces et ses faiblesses, et je voudrais simplement, si vous voulez, vous donner le choix qu'on a fait pour le seuil. Comme toujours, quand vous travaillez avec un éditeur, il fixe un certain nombre de règles. Par exemple, le seuil avait fixé que sur un sujet pareil, pour gagner sa vie, ça ne pouvait pas faire plus de 3 volumes. Bon, à partir du moment où c'est 3 volumes, il faut couper en 3 morceaux. Donc voilà ce que nous avons coupé, mais je vais vous faire une autre suggestion dans pas longtemps. Donc le premier volume, c'est celui-là. Il a été dirigé particulièrement par Stéphane Van Damme, qui est professeur à l'Institut à Florence. La gravure est intéressante. Nous avons voulu avoir, vous le verrez, un minimum d'iconographie. Cette iconographie nous a été plutôt imposée par le seuil. C'était pas ce qu'on avait prévu nous, tout simplement parce que par exemple cette gravure est très tardive, elle est juste avant la Révolution française, et c'est pas forcément le cœur des savoirs d'Ancien Régime. Mais bon, là, si vous voulez, nous avions prévu autre chose, quelque chose sur les naturalistes. Nous avions l'arrivée du premier rhinocéros à Paris, dans un des amphithéâtres du Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, qui était absolument magnifique, mais le seuil a jugé que non, ils aiment mieux les choses qui vont dans les airs. Ça a l'air d'évoquer les sciences plus pour eux que... Pour le deuxième volume, qui couvre en gros la période qui va de 1770 jusqu'aux années 1970, c'est-à-dire qui couvre un très long 19e siècle, non, jusqu'à la guerre de 14, pardon, excusez-moi, donc qui couvre essentiellement le 19e siècle. Là, on a pris comme représentation que le seuil a accepté sans problème. Ça, c'est le Crystal Palace, qui est cette grande construction de verre qui a été construite en 1851 pour la première grande exposition scientifique et technologique internationale. Et puis, pour le troisième volume, il est très orange, hein, vous le voyez, l'image la couleur est un peu trompeuse. Vous avez une idée de ce que ça peut être, ça? Pardon? Excusez-moi, j'ai pas bien entendu, mais je peux vous le dire. C'est les officiels américains regardant une explosion atomique en 51, la première bombe thermonucléaire. Voilà, vous avez des hauts officiels et des... voilà, bon, c'est ça. Alors, je vais à titre d'exercice, pendant quelques minutes, si vous voulez, je vous propose une autre chronologie. C'est-à-dire qu'initialement, notre idée initiale, c'était d'avoir eu 4 volumes. Et de couper les choses différemment, et je pense que ça représentait bien. Alors, on avait un premier volume qui n'aurait pas beaucoup bougé, qui était d'essayer de décrire l'ancien régime, on employait ce vocabulaire, l'ancien régime des savoirs, ou l'ancien régime des sciences et des savoirs. Donc, ça ne bouge pas trop. Mais nous avions prévu un volume qui couvrirait en gros 1770-1870 et qui est lié au phénomène post-révolutionnaire ou des lumières des lumières tardives, mais qui est aussi la période du libéralisme politique, du libéralisme économique et la mise en place d'un premier complexe qu'on voit bien, qu'on pourrait dire État, nation, savant.
Voilà, on en donnera des exemples tout à l'heure, mais il y a là une homogénéité qui ne repose pas principalement sur l'industrie. Ça, c'est un point extrêmement important. Elle n'est pas absente, mais elle n'est pas centrale. Par contre, dans la période suivante, dans le siècle suivant, 1870, 1970, là, par contre, vous avez vraiment le premier grand complexe technosciences, industrie militaire. Ça, c'est ce qui le caractérise, et vous noterez que c'est un âge de guerre particulièrement fort, puisque vous avez la guerre de 70, la guerre de 14, la Seconde Guerre mondiale et toute la guerre froide. D'accord ? Et puis, on aurait aimé un chapitre, un volume qui aurait été sur la période justement des 50 dernières années, en gros, celle de la libéralisation, celle de la dernière globalisation, parce qu'il y a eu plusieurs globalisations, celle des biotechnologies, celle des simulations, celle de l'entreprise numérique, et qui aurait coloré extrêmement différemment la manière dont on aurait parlé. Bon, j'en reste là. Les chronologies ont leurs avantages, elles ont leurs limites, mais j'ai décidé aujourd'hui de ne pas le prendre sous cette forme et de plutôt revenir sur les conclusions auxquelles nous sommes arrivés. Nous avions un plan de travail avec 70 auteurs, c'est un peu ample, puis on couvre des choses extrêmement diverses, et nous avions un certain nombre d'attentes de ce qui allait se produire. Dans l'ensemble, ce qu'on a obtenu ne nous a pas complètement surpris, mais ça nous a obligés à repréciser un certain nombre de choses que nous n'avions pas vues aussi clairement. L'arrivée des articles et les échanges avec les auteurs nous ont amenés à reformuler les thèses importantes qui nous semblaient importantes pour parler des sciences et des savoirs en situation politique, économique, culturelle, sociale, tout ce que vous voulez. D'accord ? Alors voilà ce que ça donnerait. Je vais vous présenter ça sous forme de 8 thèses. Faut bien, le 8 est arbitraire, il aurait pu en avoir 7. J'espère que 8 thèses, ça doit pouvoir tenir dans les 40 minutes qui me restent. Donc, voilà. La première chose sur laquelle nous souhaitons infiniment insister, c'est que depuis les grandes découvertes, il y a une série de mondialisations qui se mettent en place. Et que ces grands phénomènes de mondialisation ont des effets directs sur la forme des savoirs et la manière dont ils se réorganisent. Ça, c'est une thèse centrale. Et que les institutions scientifiques européennes n'ont pas, et c'est le premier point, si vous voulez, un petit peu en opposition à la thèse de la révolution scientifique qui, entre Galilée et Newton, aurait tout transformé et serait le terreau à partir duquel tout se constituerait. L'idée qui nous a apparu extrêmement nettement dans tout ce que nous avons lu, c'est que ce ne sont pas les institutions scientifiques européennes qui ont été les seules à inventer et remodeler les savoirs entre XVIe et XVIIIe siècle. Ça, c'est un point fondamental. Ça ne veut pas dire, pour prendre le dernier point, que ce qui pourrait caractériser la révolution scientifique, il y en a des tas de caractérisations, celle de Coiré n'est pas la même, il y en a plein, mais quelque chose entre expérimentation et sciences mathématisées, c'est une réalité, c'est une chose essentielle, mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées, si on prend les sciences en général et les savoirs en général, il y a beaucoup plus de choses qui se passent à l'extérieur de ça, et ceci relève de la rencontre dans toutes sortes d'endroits du monde. Et la rencontre avec, comme je l'ai écrit là, la rencontre avec les savoirs et les élites des pays visités, j'ai noté la Chine, j'ai noté l'Inde, mais on pourrait étendre la liste, a été absolument décisive dans la reformulation d'un certain nombre de savoirs dont nous sommes aussi les héritiers, pas seulement les héritiers de la mathématisation et de l'expérimentation. Et donc je vous donnais ici une liste de quelques exemples. Pensez aux sciences naturelles. Après tout, les sciences d'Ancien Régime, c'est probablement les sciences naturelles qui en constituent le cœur. Ce n'est pas Galilée et Newton, c'est les sciences naturelles. C'est ça qui représente la masse et l'ampleur de tout, et avec les collections qui vont avec, les institutions qui vont avec. Mais la pharmacopée, qui est évidemment directement liée aux plantes, vous imaginez que le phénomène de découverte a complètement transformé les classifications, a complètement transformé la pharmacopée. C'est vrai pour les savoirs agricoles, parce que, vous savez, la pomme de terre, enfin, bon, je vous passe les détails, mais la rencontre des nouveaux mondes a transformé complètement les alimentations, les mondes agricoles, et ça, c'est et donc tous les savoirs qui vont avec.
mais c'est vrai aussi de la philologie, par exemple. Il n'y aurait pas eu, elle naît bien la philologie disons à la fin du XVIIIe, elle se constitue bien quelque part en Inde entre les administrateurs de la Compagnie des Indes britanniques et les brahmanes. Et c'est de là que ça naît, ça se transporte, ça commence à Calcutta et ensuite ça va se développer à Londres. Nous ne pourrons pas passer sous silence cette rencontre-là pour comprendre la philologie, la compréhension des cultures, alors appelons-les de cette façon ou d'un autre, tous les savoirs pratiques. Les savoirs pratiques de la navigation, de la construction, tout ça ont été profondément transformés par la rencontre. La cartographie, enfin, la liste est très longue et nous allons en voir toute une série d'exemples. Alors, voilà, par exemple, ça c'est une gravure du tout début du 19e. Voilà, vous avez un gentleman anglais qui est là et qui est en train, avec un brahman, d'apprendre les langues. Et ils sont en train de le faire ensemble, hein. Ne croyez pas que le brahman lui dit ce qu'il sait et puis l'autre il invente. C'est un travail à deux de fabrication d'un savoir des langues. Bon, voilà, en termes architecturaux, il y a des tas de choses qui se sont passées. Alors là, je vous donne à nouveau une gravure, le palais de l'empereur de Chine et ce que ça a comme conséquence. La cartographie. Bon, là, c'est une cartographie du 19e, qui est une cartographie des races. Je reviendrai tout à l'heure sur les races, pourquoi c'est une telle obsession chez nous, mais vous avez là toute une série de changements très significatifs. Au centre de cette refonte des savoirs se trouve la constitution du traitement des collections et du traitement des collections. Et ceci, si je reprends le mot classique que nous utilisons dans notre jargon, les centres de calcul, les endroits où les choses sont apportées, où elles sont réétudiées, et ça se situe. Ça peut être momentanément à Calcutta, ça peut être momentanément à Mexico, ça peut être momentanément dans d'autres endroits périphériques, mais les grands centres vont très vite être Rome, Amsterdam, Londres, Paris, et il y a là quelque chose que nous devons comprendre, c'est ce qui se passe au centre lorsque les choses sont ramenées et réétudiées sur place et ensuite réutilisées. Et je vais y revenir parce que c'est un point fondamental qui est lié au commerce en général. Donc là, je dis simplement un petit point, mais dans le moment même où les échanges, qui sont de forme relativement égalitaire, ont lieu, dans ce mouvement de rapatriement au centre, ce qui se produit, c'est une orientalisation, pour citer Edward Said, bien sûr, c'est une orientalisation du reste du monde. C'est-à-dire, nous fabriquons les autres comme étant en quelque sorte notre Orient, donc, d'une certaine façon, on va le voir, nos inférieurs, nos subalternes, en quelque sorte. D'accord ? Pour reprendre à nouveau un terme. Alors, voilà, là je vous montre simplement... ça, vous avez, c'est un tableau qui est en deux parties. Donc, vous l'avez là et vous avez le bas ici. C'est la Compagnie de Jésus. Vous voyez, c'est la Compagnie de Jésus, vous l'avez en haut, Saint-Ignace. Et la Compagnie de Jésus en train de donner aux Chinois la carte de la Chine. Vous voyez la forme de l'orientalisation que ça prend. C'est évident que, enfin, je veux dire, c'est un fantasme. Hein, mais bon, voilà. Et ça, vous avez énormément de gravures. Ça, c'est un frontispice de livre, par exemple. Hein, vous voyez. Ou dans un autre exemple, alors là, nous arrivons au début du XXe siècle, les Amazones à l'Expo. Alors voilà, là, vous avez un... Bon, je vous laisse lire, mais vous avez là, on est dans la forme radicale de l'orientalisation, de l'invention, enfin, disons, d'un mythe, voilà. D'accord ? Bien. Thèse 2 que j'aimerais, qui fait suite à celle-ci, qui nous a... non, qui fait pas suite à celle-ci. Celle-ci, non. Mais la troisième j'aurais dû inverser la deuxième et la troisième, ça aurait été plus cohérent. Excusez-moi. Donc là, la deuxième, je vais tout de suite passer à la troisième et puis on reviendra sur la deuxième plus tard. Le monde du commerce, ça c'est une autre thèse sur laquelle que nous savions d'une certaine façon, mais que les volumes illustrent extraordinairement, c'est que le monde du commerce a toujours constitué une ressource majeure du déploiement du savoir et des sciences. Il n'y a pas, dans tous les domaines dont j'ai fait la liste tout à l'heure, hormis les sciences mathématisées et de laboratoire, dans tous les autres, le moteur principal est le commerce. C'est-à-dire les grandes compagnies de commerce. D'accord ? Et on peut le comprendre assez bien. La dynamique des échanges est d'abord une dynamique matérielle et marchande. D'accord ? Elle n'est scientifique que dans un second temps. Elle dérive de la possibilité de la première. La première offre des possibilités et à ce moment-là, elles peuvent être traitées comme activité de savoir.
D'accord ? Et la raison est très très simple, c'est qu'au cœur des deux se trouve la commodification des découvertes, de ce qui est amené au centre et qui est revendu. Le meilleur exemple, là, c'est Amsterdam. Amsterdam, 1650, c'est vraiment le centre du commerce du monde. C'est pas Londres encore, c'est pas Paris, c'est Amsterdam. Et Amsterdam est le lieu où arrivent les manuscrits, les plantes, tout ce que vous pouvez imaginer. Tout ça transite par Amsterdam, où c'est repackagé, comme on dit maintenant, c'est-à-dire où les plantes sont... Alors, c'est les tulipes, d'accord ? Tout est refabriqué pour être ensuite revendu. On transforme ce qui arrive en produits marchands. Les manuscrits transitent par Amsterdam, et puis sont achetés par la Bodleian à Londres, ils sont achetés par Paris, ils sont achetés, et ils se retrouvent dans vos bibliothèques maintenant, mais ce sont des objets rapportés, fabriqués et qui sont vendus sur les places de commerce d'Amsterdam, à cette époque-là. D'accord ? Donc, vous comprenez qu'à ce moment-là, on comprend le rôle central des grandes compagnies du commerce, les grandes compagnies des Indes, on va dire, et il faut bien comprendre ça et comprendre que c'est d'abord le matériel et l'objet, parce qu'il devient objet de commerce, qui transite, et qu'à partir de là, les spécialistes européens, en échange avec les érudits locaux, les caractérisent, les décrivent, écrivent des livres à leur propos, d'accord ? Et les caractérisent comme objet de culture, objet de savoir, d'accord ? Bon, alors là, j'ai pas pris, j'ai décidé qu'est-ce que j'ai pris comme image ? J'ai simplement pris, voilà, ça c'est, si vous voulez, voilà le port de Colombo. Et tout ce que vous avez là, ça appartient à la Compagnie des Indes hollandaises. Hein, c'est pas des petites choses. Voilà. Donc je recule sur ce que j'avais ma thèse 2. Voilà. Donc une troisième chose qui est très très claire et là qui implique cette fois directement les sciences physiques et mathématiques. D'accord ? Donc je me redéplace sur ce sous-continent de ce grand récit un peu mythique de la grande révolution scientifique qui aurait eu lieu en Europe entre 1600 et 1700 et qui serait le fondement de tout, en quelque sorte. Le point est le suivant. Les savoir-faire, les savoirs artisanaux, les savoirs de production, les savoirs populaires de façon plus générale en termes médicaux, de pharmacopée, de plantes, d'agriculture, etc., ont été toujours décisifs dans l'émergence et le renouvellement de toutes les sciences occidentales, y compris des sciences dures aux sciences de la physique. D'accord ? Alors, pour vous en donner quelques exemples, si vous prenez la construction navale, elle est complètement transformée par ce qui se passe dans les différents ports du monde, si je puis dire. D'accord ? Les pratiques expérimentales, si vous prenez l'exemple de Desaguliers, le grand Huguenot émigré en Angleterre et qui est le grand expérimentateur, le grand homme pratique de la Royal Society, c'est lui qui fait les expériences. Les gentlemen ne touchent pas à ces choses-là, c'est Desaguliers qui fait le boulot avec les machines, qui les construit, etc. Eh bien, ces pratiques expérimentales d'un Desaguliers sont complètement ancrées dans les métiers. Ce ne sont pas les gentlemen de la Royal Society qui inventent les machines, elles ne viennent pas de là. Ils utilisent les machines pour faire autre chose. Si vous prenez Réaumur dans la situation française de la première moitié du XVIIIe, Réaumur visite systématiquement les corporations, prend des notes, ramène au centre, explique, et l'Académie dit la vérité de ses savoirs. Mais il n'empêche il y a un phénomène d'orientalisation à nouveau qui opère, mais ces savoirs sont bien importés, décortiqués à partir des savoirs et des savoir-faire. Et que d'ailleurs, Réaumur le dit très très bien, on ne peut pas se les approprier sans les savoir-faire. Donc, il y a une très claire conscience de ces choses. Si vous vous mettez dans la seconde moitié du 19e siècle allemand et que vous prenez l'entreprise Zeiss, qui est la grande entreprise qui va dominer le marché de l'optique par la suite, eh bien, Zeiss est complètement appuyé, organisé pendant des décennies sur les producteurs, les polisseurs de verre, les fabricants de cuivre, etc. Si vous voulez, vous avez là une appropriation qui opère via une forme qui commence à s'industrialiser, mais qui s'enracine dans des cultures populaires. Et alors, vous pouvez dire la même chose des sciences médicales, cliniques, les sciences naturelles, celles de l'environnement, etc. Là, je vous avais simplement fait quelques images récentes pour varier un peu, pas simplement des images anciennes, le do-it-yourself biology, mais vous avez ça, par exemple.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est vous aviez une sonde qui est représentée au bout de ces parachutes là, qui était une sonde de l'Agence spatiale européenne, qui descend sur Titan. Et elle envoyait des signaux numérisés. Évidemment, elle envoie en continu, avec ses différents types de caméras, des informations. L'ESA a transformé ces données brutes en données utilisables. D'accord? C'est-à-dire que des hackers pouvaient les utiliser. Eh bien, ce dessin a été mis en ligne 8 heures après que l'ESA ait mis en ligne les données, et il y en avait déjà des tas qui étaient, et qui est une image qui, à partir des données brutes de l'ESA, disait voilà comment doit se présenter le paysage de Titan, et voilà un peu quelle a été la trajectoire de la sonde. Mais j'aurais pu vous en donner des milliers d'autres exemples. Donc même aujourd'hui, vous n'avez pas, c'est pas l'ESA dorénavant qui traite l'essentiel de ces données. Elles sont traitées dans le web à des échelles extrêmement vastes. Bon, là c'était autre chose. Cette photo avait un intérêt en elle-même, je la trouvais tout à fait charmante, mais disons ça date de 55 et qui sont les premières manifestations. Celle-là est à Los Angeles, si mon souvenir est bon, sur les smogs et le désastre écologique des smogs, et pourquoi il va falloir faire quelque chose et construire des savoirs sur ces smogs pour arriver à les réduire. La thèse 4, elle serait un décalque de la thèse précédente sur le commerce en disant que le monde de la production industrielle, donc là ça nous déplace déjà sur le 19e siècle, ça n'existe pas avant, a toujours été mêlé intrinsèquement, organiquement au monde des sciences. Ce n'est pas une affaire récente, il n'y a pas eu simplement une commercialisation des sciences récente, c'est un phénomène ancien, organique. D'accord ? Alors on pourrait donner les exemples. Chaptal en 1800, vous connaissez Chaptal, ministre de l'Intérieur sous le consulat, mais Chaptal est un chimiste. Chaptal est aussi à l'Académie de médecine. Chaptal est le plus grand industriel de la chimie. Chaptal fait en même temps les règlements pour les entreprises, mais en même temps lui-même développe ses usines à Marseille, à Rouen, etc. Donc vous voyez là le genre de complexe nouveau qui se met en place, qui est réservé à ce moment-là à la chimie minérale, les acides, les soudes, c'est rien d'autre, hein, mais qui va avoir, qui comme modèle de référence dans la régulation a été extrêmement important. Mais on pourrait avoir Pasteur et Behring, vous pouvez prendre la chimie allemande et suisse de la fin du 19e siècle, vous pouvez prendre toute l'électronique, Edison, Sperry, ATT aux États-Unis, et puis aujourd'hui tout ce que vous voulez. Le point qui me semble intéressant ici, on pourrait le formuler tel que je l'ai mis en bas, c'est que vous avez eu, sur les 2 derniers siècles, et particulièrement depuis le milieu du 19e, vous avez eu une scientifisation profonde des sociétés, qui s'accompagne par des livres, par de la vulgarisation, par toute l'explosion des revues, des expositions internationales, etc. Et en même temps, une technicisation et une industrialisation des sciences de laboratoire. Et là, les sciences, c'est 2 laboratoires. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je vous avais choisi comme image ? Bon, ben voilà, ça c'est un des exemples les plus intéressants. C'est les galvanomètres pour mesurer les standards de résistance pour la pose des premiers câbles transatlantiques. D'accord ? C'est du Maxwell en Angleterre. Et voilà, mais ces objets, vous comprenez bien, ne sont pas fabriqués dans le laboratoire. Ils sont des objets industriels pour la mise en place du câble. Vous comprenez que tant que vous avez un câble en l'air, c'est assez facile de suivre, mais quand vous avez 5000 mètres de câble au fond de la mer, vous ne pouvez pas le suivre. Et donc, il y a toute une technologie qui va être développée à la fois par le laboratoire de Cambridge, qui est le cœur de cette affaire, et de Glasgow, et en même temps les compagnies industrielles anglaises qui posent les câbles. D'accord ? Voilà, c'est un détecteur du CERN, vous voyez ? Vous en avez peut-être jamais vu, mais voilà à quoi ça ressemble un détecteur du CERN aujourd'hui. Vous imaginez bien que ceci est bien fait par des physiciens, mais que aucun travail de ce genre n'est bricolé dans un laboratoire. Il est une intégration extrêmement profonde des pratiques industrielles et des pratiques scientifiques. Et puis, évidemment, je vous ai mis une petite image de Dolly. De Dolly, vous savez, la premier animal cloné. Dolly. Bon. Une thèse, 5, si vous voulez. Les savoirs, les sciences, en particulier, ont toujours dépendu centralement du pouvoir politique. Donc vous avez bien tout le monde du commerce,
Vous avez tout le monde des industriels et vous avez le monde du politique. D'accord ? Et ceci est vrai toujours aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait entendre, l'État a toujours été et est toujours au cœur du déploiement national des sciences. D'accord ? Et j'avais repris ça... voilà, j'ai fait un cours, parce que j'ai fait un cours à Bruxelles sur cette question. Science et guerre n'est pas une erreur de casting. C'est... voilà, c'était le titre de mon cours, c'est pour ça que je l'ai remis là. Mais au fond, l'idée, c'est que le lien entre science et guerre est absolument organique. Alors là, ça a été un de mes grands sujets, donc ça, je peux vous référer à des milliers de livres. C'est une chose importante. Il y a un deuxième aspect qui est intéressant, c'est que les populations, au nord comme au sud, ont souvent été gérées. C'est-à-dire qu'il faut gérer les populations qui peuvent faire des choses parfois assez déroutantes, et que dans ce cadre-là, la plupart des savoirs, que ce soit de l'anthropologie, de la statistique, de l'épidémiologie, des savoirs médicaux, chirurgicaux, économiques, de management, etc., ces savoirs ont été au cœur des pratiques des États. Et vous avez dans ces 3 volumes au moins 4 chapitres à différents moments qui analysent les formes que ça prend à différentes époques. Alors, je vais donner quelques images. Ça, c'est... Je suis sûr que j'ai mal tapé. C'est au XVIe siècle. C'est une planche du XVIe siècle et pas du XVIIe siècle. C'est une erreur, excusez-moi. Voilà, là, vous avez une planche dans un livre de mathématiques et qui sont effectivement des mathématiques pratiques pour la balistique. Bon, je n'ai pas le temps de commenter le détail de tout ce que ceci représente, mais vous avez quelques idées. Comment, en haut, vous avez des appareils qui permettent d'anticiper la distance à laquelle se trouve une cible quand vous êtes assez loin. Vous avez les boulets, la poudre, tout ce qui sert à l'artillerie. C'est au cœur même du métier de mathématicien au XVIe siècle. Les chefs d'armée utilisent des mathématiciens. Ça peut avoir des fonctions assez symboliques, hein, mais c'est en tous les cas présent sur le terrain et dans tous les livres. Voilà, la fameuse visite à l'Académie de Louis XIV, qui n'a jamais eu lieu. Ça, c'est intéressant. Mais par contre, elle est dans les livres. Pour des raisons complexes qu'on n'a pas le temps de regarder ici, mais Louis XIV n'a jamais voulu aller voir l'Académie. J'entends l'Académie des sciences, excusez-moi. J'aurais dû mettre à l'Académie des sciences. Donc, il ne l'a pas fait. Mais par contre, il a été représenté visitant l'Académie, c'est-à-dire faire que le pouvoir royal soit bien le garant de l'Académie. Alors là, j'ai pris... voilà, ça c'est l'inauguration du centre Bhabha, qui est le premier centre nucléaire indien, en 1961, et vous avez Nehru, qui inaugure le centre nucléaire. C'est une évidence. Puis on a trouvé quand on faisait pas mal d'iconographie, ceci nous a beaucoup intéressé. Il y avait une série de photos du retour des étudiants chinois en Chine venant des États-Unis. Donc en 1950, vous aviez déjà, vous voyez ce groupe, il avait dû être envoyé avant la Révolution, en 49, et il était aux États-Unis, ils ont été formés aux États-Unis, et vous avez toujours un retour régulier, et vous avez, de la part de tous les gouvernements chinois, donc avant 49 et après, d'envoi et de récupération des élites scientifiques qu'on forme, et ceci est une activité intrinsèque de l'État. Une thèse, 6 maintenant, si vous voulez. Les savoirs sont toujours, et les sciences en particulier, ont largement contribué au long de tous ces siècles, et vous en avez là aussi des traces dans les différents volumes, à la définition des races, du genre et à la domestication des corps vils. Si vous voulez, les sciences ont joué un rôle absolument central pour la caractérisation de ces populations et en conséquence, dans les hiérarchies qu'elles fabriquaient, de la manière de devoir les traiter. Alors, je vous donne quelques exemples. Je veux dire, les sciences, jusqu'à des périodes extrêmement récentes, vous ont justifié en nature et de toutes sortes de façons l'infériorité sociale des femmes, c'est évident. Alors, ça pouvait se trouver dans l'utérus, ça s'est beaucoup déplacé. Le lieu où la science inscrivait l'infériorité et la différence, c'était dans les humeurs, ça a été dans les organes, c'était dans les hormones, dans les gènes. C'est la même chose pour l'homosexualité. C'est bon, voilà. Donc, on pourrait multiplier les exemples. Vous en avez là aussi toute une série d'analyses qui portent sur ces aspects-là
dans le livre, et notamment sur les races, nous avons quand même un total de 3 articles sur 70 qui reprend cette question à différentes époques. Pourquoi c'est pas du tout la même conception de la race dans la seconde moitié du XVIIIe, au milieu du XIXe et après 1945. Il n'empêche qu'on peut très bien tracer, et vous verrez, ça se montre, qu'est-ce qui se maintient et qu'est-ce qui n'est plus dissible ou qui ne doit plus se dire de cette façon. Mais ça, on peut le suivre dans le détail de l'ouvrage, et ces permanences sont extrêmement, je ne sais pas si c'est troublantes, mais en tous les cas, elles sont présentes, ça c'est certain. Et puis il y avait un dernier point, mais j'ai pas le temps d'y revenir peut-être ici, mais sur la notion du sang, qui a probablement, disons dans l'obsession chrétienne, elle est extrêmement présente, et qui est quelque chose donc de l'Occident vis-à-vis du reste du monde, et qui vis-à-vis de ce marqueur que serait le sang. Et alors là, prenez-le dans tous les sens possibles. Hein. Le sang n'est pas forcément le sang tel que vous l'entendez aujourd'hui. C'est pas forcément la chose qui coule, un liquide rouge. C'est plus compliqué que ça. Le sang bleu. Dans l'Espagne de la fin du XVe siècle n'est pas un sang qui coule comme ça, c'est un peu autre chose, c'est un peu plus compliqué que ça. Bon, bah là j'avais appris à prendre les sciences aux dames, voilà, une gravure du XVIIIe. Alors le grand pasteur et ses patients, là c'est très intéressant, toute une gamme de gravures sur cette dimension quasi ethnographique, anthropologique de Pasteur, qui n'est pas simplement le vaccin qui a sauvé de la rage, etc. C'est que et vous comprenez, là, c'est une gamme de représentations courantes au XIXe siècle, qui est la caractérisation de ces types, et qui sont des types inférieurs. C'est évident. Qui sont des types. Alors là, vous en avez des variétés, mais ça peut passer par le cerveau, ça peut passer par des tas de choses. Je vous ai retenu le grand Pasteur parce il fait partie de nos idoles nécessaires. Voilà, là, c'est tout ce qui est, je dirais, de la police sanitaire. L'histoire de Typhoid Mary est tout à fait intéressante. C'est une femme qui était porteuse saine. Et donc, c'était une chose extrêmement compliquée à gérer. Et là, vous avez Typhoid Mary, elle est là devant, elle est devant vous au premier plan, et elle a passé les 2/3 de 3/4 de sa vie en quarantaine. Dans la mesure où on comprenait bien qu'elle n'était pas sans rapport dans la reprise d'épidémie, mais en même temps, on n'avait rien à lui reprocher. Mais donc, la solution, dans ce cas, c'est l'enfermement. Et elle a passé à New York l'essentiel de sa vie, avec des polémiques politiques, évidemment, extrêmement... et d'ailleurs, dans tous les cas que nous avons eus là, comme par hasard, c'est toujours des femmes, hein, nous sommes bien d'accord. On n'a pas trouvé jusqu'à présent de cas où des hommes seraient impliqués. Et puis là, je vous ai mis le soldat cobaye de l'explosion. Vous voyez, ces braves soldats, ils ont dû quand même prendre une dose non négligeable. Simplement, on leur demandait de se retourner au moment de l'explosion, puis ensuite de regarder. Voilà. C'est pas tout à fait pareil que la couverture du volume XXe siècle, parce que là, ils sont pas aussi près. Hein, ils sont sur une autre île. Voilà. Bon, une autre thèse, si vous voulez, parce que celle-là, il y a des thèses qui ont une fonction plus conjoncturelle, d'une certaine façon. Celle-ci est une thèse plus conjoncturelle. Si vous écoutez votre radio préférée ou vous lisez votre journal préféré, c'est évident que c'est nous, maintenant, depuis quelques décennies, qui sommes devenus suffisamment intelligents pour comprendre qu'il y avait un problème d'environnement, qu'il y avait un problème de climat, que cela c'était peut-être lié à l'activité humaine, peut-être à l'activité industrielle, et que nous, grâce à ça, probablement à la prise de conscience qui nous caractérise, nous, par rapport à tous nos ancêtres, un peu quand même pas aussi évolués que nous, et que grâce à ça, nous allions sauver le climat. Alors là, je pense qu'il y a un certain nombre de problèmes qu'on n'a pas le temps de déployer, mais que nous avons fait analyser par des historiens dans les 3 volumes, ces affaires d'environnement, en dehors du fait que je ne suis pas sûr que nous soyons en train de sauver le climat mieux que nos ancêtres. Mais bon, ça peut se discuter, mais on pourrait craindre que ce soit le cas. Et ce qui est très frappant, dès qu'on commence à se poser cette question et à les regarder, c'est que les transformations que l'humanité a imposées à la nature, par ses activités,
ont préoccupé les hommes politiques et les savants depuis des siècles. Déjà au XVIIIe siècle, c'est extrêmement net, c'est une thématique qui est très présente, ce n'est pas un phénomène des dernières décennies. C'est peut-être pas le même climat, mais bon, à chaque période son climat. Hein. Notre climat à nous, il est défini par des données statistiques, satellitaires, etc. Il était défini autrement. Rien ne dit que nos données à nous soient l'alpha et l'oméga de ce que nous avons à comprendre pour le climat. Mais chaque génération croit que sa définition est évidemment à peu près complète. Mais la détérioration des climats due à l'action humaine est une vieille question. Je ne sais pas... je cherche un nom propre et évidemment il s'est échappé de mon esprit, ce qui arrive à mon âge avancé. Humboldt. Lorsque Humboldt fait son grand tour d'Amérique latine et qu'il revient, passe par Paris, puis va à Berlin, et qu'il publie ses carnets de voyage, ce qu'il a vu, il parle beaucoup des climats, etc. Dans une vision humboldtienne où un ennemi évident est l'Espagne, parce que l'Espagne, ils sont retardataires, ils sont catholiques, enfin, je veux dire, et il va traiter du désastre écologique que les Espagnols ont imposé à ces populations d'Amérique latine dans toute une série de territoires, et il montre, il explique pourquoi. Alors on peut discuter, c'est vrai, mais il y a des choses qui sont très très intéressantes, et il décrit des phénomènes qui sont parfaitement réels. Peut-être qu'il n'y a pas que les Espagnols qui ont fait ça, mais en l'occurrence, il prend lui cet exemple-là. Vous savez, toute l'Europe depuis la fin du XVIIIe et tout le long du XIXe sont obsédés par les forêts. La déforestation est quelque chose qui inquiète profondément les hommes politiques, et vous avez des kilomètres de rapports scientifiques, de rapports parlementaires écrits par les académiciens à Paris, qui expliquent que ce que nous subissons comme changement climatique dans la petite période de refroidissement qui a lieu, etc., ça tient au fait que nous avons déboisé de façon inconsidérée, que ceci a transformé les climats, que nous sommes directement responsables de cette évolution, et que même, alors bon, évidemment, c'est plus connu, mais il y a toutes les politiques de reboisement. Le 19e siècle est rempli de politiques de reboisement. En France, c'est une des activités fondamentales, et ces politiques de reboisement, elles visent aussi bien les écosystèmes. On sait bien que l'érosion dans les montagnes, manifestement, si on reboise, ça va plus à la même vitesse, etc. Mais c'est aussi un reboisement à vocation de faire reculer le basculement négatif que nous avons infligé au climat de la planète. D'accord ? Quoi d'autre ? Une thèse 8, puis je crois que c'est la dernière. Ça, c'était aussi quelque chose que nous savons. Mais ça ressort tellement de l'ensemble des volumes que j'ai souhaité l'analyser en tant que tel, à la fois dans la conclusion générale des 3 ouvrages que j'ai rédigés, mais aussi ici. Séduire, montrer ses capacités aux populations, convaincre l'opinion publique des merveilles que les sciences peuvent produire, ceci a toujours constitué et constitue toujours une préoccupation constante des milieux savants, du monde politique et du monde des affaires. Ça non plus, c'est pas nouveau. Les formes que ça a prises varient énormément avec le temps. Mais si vous prenez, je sais pas, les grands spectacles de la période moderne, les grands feux d'artifice, les entrées royales, la culture de cour, si vous prenez tout ça, il y a une mobilisation permanente des artefacts scientifiques qu'on peut utiliser pour éclairer les salles de théâtre, fabriquer des illusions, montrer la grandeur du souverain. Ceci est une pratique continue. Chaque innovation scientifique en chimie, en optique, en architecture, tout ce que vous voulez, est toujours immédiatement mobilisé. Et ça montre la grandeur. Ça montre la grandeur en général. Alors bon, les expositions universelles, vous vous rappelez le Crystal Palace, mais je vais vous en donner tout de suite quelques autres exemples. C'est l'exposition universelle, au fond du 19e et d'une partie du 20e, c'est bien montrer la grandeur de l'industrie, des technologies et de la science. Et c'est la montrer à des publics massifs. Vous savez que l'exposition de Crystal Palace a reçu 1/4 de la population anglaise. D'accord ? 1/4.
un quart de la population anglaise a visité Crystal Palace. C'est pas, vous voyez, c'est pas des phénomènes anecdotiques. Ce sont des phénomènes massifs. Et je crois qu'on pourrait le reformuler de cette façon. Ce que fait la science appuyée sur la technique, soutenue par les États et les industriels, c'est une culture de la promesse. La promesse est une des activités premières de la science dans l'espace public. Alors, bon, j'ai donné 3 images. Bon, voilà un tableau hyper célèbre. Il est un peu coupé dans la reproduction, mais on voit bien. Donc là, vous avez une image de la promesse. Bon, alors là, c'est décalqué des expériences de Boyle à la Royal Society dans les années 60 sur le vide. Donc vous avez une pompe à vide, vous voyez la pompe à vide. En haut, vous avez le corps transparent qui permet de voir ce qui se passe lorsqu'on fait le vide. Et là, l'idée, c'est que vous mettez un oiseau, et quand vous pompez, qu'est-ce qui se passe? L'oiseau, il bat de plus en plus des ailes, puis à un moment, il est mort. Voilà. Bon. Ça, c'est un fait scientifique. D'accord? Et vous avez prouvé que dans le vide, on ne peut pas respirer, par exemple. Voilà, c'est un... Bon, alors... Là, vous avez donc, vous voyez, ça a toujours dans la peinture été, ou dans la gravure, un moment très émouvant. L'enfant que vous devez éduquer à la science, lui, il pleure de la mort de l'oiseau, vous voyez. Donc là, vous avez toute une scène qui est construite autour de cette mise en scène de l'expérience, des savoirs, de la vérité de la science, qui parfois est dure. La vérité de la science est parfois crue. Hein, voilà, alors là, celle-là, c'est connu, c'est des gravures qui datent de l'exposition de 89, et vous voyez que déjà la tour Eiffel était illuminée, c'est pas tout à fait l'avant-dernier maire de la ville de Paris qui l'a fait, elle est éclairée de toutes sortes de façons, des projecteurs, elle est éclairée de l'intérieur, c'est une mise en scène, et vous avez le Grand Palais, c'est une mise en scène de toute cette zone pour l'exposition, et qui fabrique, exactement comme le Crystal Palace, avec ces immenses verrières, qui sont les plus grandes verrières qu'on ait construites à l'époque, et qui sont restées les plus grandes verrières pendant longtemps, qui est de montrer les merveilles, la promesse de tout ce qui vous attend. Et puis la dernière, je vous la représenterai à l'extrême fin après ma conclusion, mais je vous la présente, celle-là, je l'aime beaucoup. C'est Miss Bombe Atomique 1957. Donc voilà, donc ça se passe à Las Vegas, bien sûr. Il y en a eu comme ça pendant plusieurs années. Hein. Celle-là, on a trouvé les photos de celle de 1957. Vous voyez que son maillot de bain représente le nuage atomique. Hein. Et elle vous montre cette chose extraordinaire. Et puis vous avez là ce sourire, cette position. Enfin voilà, c'est la promesse malgré tout. Hein. Voilà. Bon, quelques mots de conclusion, si vous voulez. Nous avons beaucoup insisté dans ce livre sur le fait que suivre les objets lorsqu'ils se déplacent, suivre les lieux dans lesquels ils sont rassemblés et à partir desquels se construisent les savoirs, que les espaces, le déplacement des espaces, la multiplication des espaces et leur déplacement au fil du temps pourrait être probablement la meilleure image, si on voulait écrire une histoire plus linéaire que nous l'avons fait, de suivre les lieux, les espaces dans lesquels des savoirs et des sciences se fabriquent, et de les suivre dans leur transformation au fil du temps, que ceci pourrait être un fil directeur extraordinaire pour raconter une histoire qui serait très dense et très complexe, mais qui en même temps serait très au ras du sol et extrêmement parlante. Donc, à titre d'exercice, je vous en donne quelques-uns. Il faudrait suivre les congrégations qui partent convertir le monde. Il faudrait suivre les compagnies de commerce, les compagnies des Indes, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faudrait regarder les cours de justice dans les villes libres en Europe, dans les villes libres. Libre, ça veut dire occupées par les Occidentaux, hein. À Calcutta, à Bombay, etc. Et dans les ports. La rencontre autour des cours de justice, il y a un article qui en parle dans le livre, les savoirs du droit ont été radicalement transformés dans l'époque moderne et encore au début du 19e par cette première et cette seconde globalisation. On faudrait évidemment suivre les arsenaux, suivre les armées en campagne, il faudrait suivre les cours,
les cours princières, les cours royales, les collections qu'elle fabrique. Quelle est la nature des collections qu'elle fabrique au fil du temps? C'est quoi cet objet collection? Il évolue beaucoup. C'est les cabinets de curiosité en tant que tels. Quand est-ce qu'ils disparaissent? Pourquoi? À quoi ils correspondent? Quelle civilité? Voilà, on pourrait, vous voyez comment on pourrait développer sur ça. Il faudrait suivre les salons, que ce soit les salons aristocratiques à Paris avant la Révolution, ça c'est bien connu chez nous, mais vous pourriez aller suivre les salons créoles à Mexico. Vous avez des salons créoles qui se réunissent et où vous avez des formes de civilité qui ne sont pas aux antipodes des salons aristocratiques parisiens. Vous pourriez suivre, par exemple, un lieu vital, au moins jusqu'au XIXe siècle, ce seraient les tavernes et les cafés dans les villes aussi bien du sud à Manille qu'à Amsterdam, qui sont des lieux majeurs de circulation. Mais avec ça, vous pourriez ajouter, je ne l'ai pas mis là, mais le pont des navires, depuis la pirogue jusqu'au navire négrier. Enfin, vous pourriez suivre sur tous ces espaces comment les savoirs se réorganisent à partir de là. Vous pourriez suivre les loges maçonniques, les académies, à Calcutta, à Saint-Pétersbourg. Et puis si on veut continuer, puis après je me suis arrêté parce que l'intérêt, on pourrait essayer de faire une liste quasiment exhaustive, ce serait absolument fascinant, mais vous avez si on revient sur le XVIe siècle, les échoppes d'imprimeurs, qui sont des lieux centraux. On a eu tout à l'heure, pour ceux qui étaient là dans le séminaire précédent, la bibliothèque de Lyon, comme lieu central de l'élaboration des savoirs. Les échoppes d'imprimeurs remplissent ce rôle pendant toute la période moderne. Vous avez les magasins d'instruments. Faire une géographie des constructeurs d'instruments qu'ils vendent à Lyon très certainement, mais ça a été fait pour Londres, ça a été un peu fait pour Paris. Je suis sûr qu'il y avait ici aussi des magasins d'instruments, des constructeurs d'instruments qui sont des espaces dans lesquels se fabriquent des tas de savoirs. On pourrait prendre, si on prend maintenant les plantes, la pharmacopée, tout ça, le voyage des plantes. Alors ça a été beaucoup vu, les jardins. L'organisation des jardins, les fonctions des jardins, comme les jardins d'Amsterdam dont je vous parlais tout à l'heure, dans lesquels on multiplie les plantes pour la revente, pour les collections, etc. Les surveys, les grandes, comment on dit en français, j'ai pas trouvé le mot hier en faisant ça, donc bah oui, on dit surveys en anglais, je sais pas moi, des côtes américaines, de la Louisiane, on fait les cartes, on a des gens sur le terrain, on regarde les populations, on les mesure, tous les surveys de toute nature. Et puis si on avance dans le temps, au milieu du 19e, il faudrait prendre les ateliers d'inventeurs, les bureaux des brevets qui se mettent en place en France et aux États-Unis exactement en même temps en 1790-91 sur les mêmes bases et qui relient complètement l'objet technique, l'imaginaire politique de la démocratie et le libéralisme économique. Vous pourriez évidemment étudier les centres de métrologie. Les centres de métrologie qui s'installent, eux, dans les dernières décennies du 19e et qui sont des lieux centraux dans lesquels savants, politiques et industriels se rassemblent pour normaliser tout le monde de la normalisation. Vous savez, c'est énorme, le monde de la normalisation. Le monde de la normalisation représente, on l'évalue entre 1 et 2% des PIB des pays. C'est pas rien, c'est pas 3 personnes qui vous décident comment on va mesurer. Ce sont des activités qui emploient des personnes absolument considérables. Et autour de ça, on pourrait dire, lorsque Einstein est au bureau des brevets, un livre a été écrit là-dessus, c'est parce qu'Einstein était au bureau des brevets et n'était pas dans le monde académique qu'il a publié son article de 1905 sur la relativité restreinte. Et pourquoi? Parce qu'au centre de l'activité d'Einstein se trouve la mesure, l'opération de mesure des temps. Et que quand vous lisez l'article de 1905, il est bien organisé sur ça. Puis alors, bon, je passe plus vite, on pourrait avoir les politiques publiques, le Nasdaq, les avocats d'affaires, les ordinateurs, les outils financiers ultra rapides. Et puis, bien sûr, il faudrait pas oublier tous les publics curieux de science et qui sont payants, que vous avez à Londres et aussi bien qu'à Bogota au XVIIe siècle, les spectacles, les expositions, les hackers, les sciences participatives, les conférences de consensus, et puis tout ce que vous voulez. Et je vais en rester là et voilà, c'est fini pour ce soir.
de l'échange avec Dominique. Moi qui ne suis pas du tout versé dans son domaine, qui suis un pur littéraire, j'ai été très sensible au travail sur l'imagination que vous avez réalisé, que tu as dirigé. Tu déconstruis largement le roman de la science tel qu'on se le racontait jusqu'à présent dans les écoles, tel que nous l'avons appris. Donc ça va nous obliger à des révisions cruelles. Puis en même temps, vous construisez un autre roman qui n'est pas moins parlant et attrayant pour l'imagination, qui promet bien d'autres spectacles et bien d'autres mises en scène, bien d'autres reconstructions sur lesquelles nous allons vivre. Donc, écoutez, vous qui avez déjà lu ou qui découvrez ce vaste travail, ce vaste chantier, quelles sont vos premières réactions? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Dominique en premier lieu? Qu'est-ce qui vous frappe là-dedans? C'est parce qu'après ça va devenir un classique, donc on n'en parlera plus de la même manière. Là, on est dans la fraîcheur de l'impression, hein. Alors, les premières impressions, les premières réactions. Vous avez un micro qui va passer dans la salle. Bonsoir. Je voulais simplement demander, vous travaillez avec quelle définition, si je vais vous demander la définition du savoir, parce que c'est évidemment quelque chose, pas une définition courante, disons philosophique, philosophie des sciences qui dit le savoir scientifique, c'est quelque chose qui est qualitativement différent des autres savoirs, qui est qualitativement mieux, qui change notre vie, et qui vous a montré que beaucoup de ça, c'était dans les dernières diapositives que vous avez montré, c'était la culture de l'espoir et de l'impression et tout ça, que c'est l'anticipation de tout ça. Et que vous avez montré bien que c'était toujours le cas, c'est pas quelque chose de moderne du XXe siècle. Alors, quelle définition allez-vous donner au sens du savoir? Voilà. Disons, je vais répondre comme ça. Il y a une première chose que je dirais, c'est que nous partons d'un postulat, mais dont je pense que nous avons montré souvent, comme dans le petit livre que tu as mentionné tout à l'heure, qu'il a c'est un postulat qui est raisonnable. Ça ne veut pas dire qu'il dit la vérité, mais il est raisonnable. Et ce postulat, ce serait de dire, nous allons postuler que ce qu'on appelle science n'est pas forcément qualitativement différent du reste. C'est une forme de savoir. Alors maintenant, on peut discuter. Je ne dis pas c'est de la même chose, tout ça est pareil. Après, on peut commencer à discuter, c'est-à-dire du point de vue, je dirais, de la réflexion sur la question, ou d'un point de vue philosophique, c'est légitime de le faire. On peut le faire. Mais nous sommes partis du postulat que d'abord, il n'y avait pas la science. D'abord, la science n'existe pas avant le milieu du XIXe siècle. Avant, vous avez éventuellement des sciences, vous avez des tas de choses, mais la science n'apparaît nulle part en français, par exemple. Elle n'apparaît pas en tant que singulier avant les années 1860. D'accord ? Bon. Donc, après tout, il n'y avait pas la science avant, puisque le vocable n'existait pas. Il n'était pas employé. Donc, pour moi, historien, c'est pas... Vous voyez, je ne suis pas en train de dire la science, c'est comme le reste. Je suis en train de dire, comme postulat de départ, nous allons considérer qu'il n'y aurait pas quelque chose qui serait la science, qui aurait des propriétés extrêmement bien séparées des autres formes de savoir. Nous allons nous considérer un continuum. Et les raisons que nous avons aussi, parce que ça a été bien montré, c'est que ça dépend de ce que vous appelez la science. Je veux dire, les pratiques matérielles du chimiste, ou le réalisme, comme Bachelard nous l'a dit, du chimiste, c'est pas celle du physicien, c'est pas celle du médecin. Enfin, je veux dire que c'est pas la même que celui qui fait de la classification naturaliste. Donc, même à l'intérieur de ce qu'on appelle la science, quand on parle vite,
vous avez là des variations absolument considérables. Donc nous considérons, un des postulats de départ, c'est de dire, nous supposons qu'il n'est pas illégitime de considérer, et nous n'allons pas discuter, ce ne sera pas notre objet, de discuter la démarcation. Nous n'allons pas nous intéresser à la démarcation. Il est légitime de le faire, on a le droit de le faire, mais nous allons partir de l'hypothèse contraire, qu'on ne va pas s'occuper de la démarcation. Alors qu'est-ce qu'on appelle savoir? Mais là, on ne l'a pas défini non plus. C'est-à-dire, nous appelons savoir tout ce qui, à un moment donné, est défini par des gens, des acteurs, comme étant leur savoir, un savoir, quelque chose qu'ils savent. C'est comme toujours une hypothèse, c'est une hypothèse de travail, ce n'est pas une hypothèse sur l'ontologie des choses, c'est une hypothèse de travail, et ça se couple pour nous, enfin, pour moi qui suis un historien qui a au fond très vite a été formé par la microstoria italienne et ce genre de choses et des approches micro. C'est-à-dire qu'au fond, c'est plus intéressant, et c'est la stratégie que nous avons adoptée, de ne pas penser en termes systémiques, mais en termes de cas intéressants, pour reprendre le vocabulaire de Paul Veyne. Donc, nous avons traité toute une série de questions, et systématiquement dans tous les volumes, mais nous avons demandé à nos auteurs de penser à partir de leurs matériaux, sans qu'ils postulent a priori que la science, ça existerait, et que la science serait ontologiquement différente des autres, et de penser ce qui se passe dans les transactions entre tous ces porteurs de savoir. C'est le pari heuristique, c'est celui-là. Voilà. Et c'est ce qui fait que ces 3 volumes, par rapport, par exemple, à la Cambridge History of Science, à l'histoire des sciences que dit Cambridge, c'est qu'eux, ils sont sur un format plus classique. Vous avez les théories physiques, vous avez... Enfin, voyez. Alors que nous, on le fait aussi. Nous essayons de prendre des objets comme ça. Il y a, dans le volume du XXe siècle, vous avez un chapitre sur l'invention de l'économie. Bon, voilà, nous traitons l'économie comme l'économie que nous connaissons maintenant, comme étant quelque chose qui s'est construit au XXe siècle. Ça ne veut pas dire que c'est pas de la... On ne juge pas sur l'ontologie et la valeur de la chose. Nous regardons comment et par quel processus complexe, enfin l'auteur, les 2 auteurs qui ont écrit cet article, comment, dans des relations complexes avec les milieux économiques, avec la bourse, avec les spécialistes qui faisaient les investissements, comment, progressivement, ceci les conduit à définir des pratiques qui vont devenir, en anglais, economics, et qui ne sera plus l'économie politique, qui est autre chose. Vous voyez, bon, nous suivons ça. Je dirais, il y a une posture a priori d'agnosticisme sur la valeur de ces choses-là. Il s'agit d'abord de décrire et de montrer cet extraordinaire monde, c'est-à-dire quelle autre cosmologie nous proposons pour regarder toutes ces choses. Et ça repose sur ça. Voilà. Merci beaucoup, Dominique. Bon, aujourd'hui, dans l'espace public, il y a très souvent de la part des scientifiques une revendication d'autonomie, de séparation de la science, du politique, de la commercialisation, etc. On s'aperçoit évidemment que c'est parfois présenté comme un paradis perdu, mais on s'aperçoit que ça n'a jamais existé. Donc ce que je me demandais, c'était, est-ce qu'il y avait dans ces époques antérieures aussi ce discours de cette revendication d'autonomie et de séparation de la sphère de production des savoirs scientifiques d'autres sphères de la société, ou est-ce que c'est quelque chose qui a émergé finalement assez récemment? Non, alors là aussi, on peut pas, vous trouverez des tas d'éléments disparates dans les 3 volumes. Si vous prenez les mathématiciens tels qu'ils se définissent dans la première moitié du XVIe siècle, ils se définissent en quelque sorte comme possédant un savoir un peu différent, mais ils ne parleront pas de pureté, ils ne parleront pas de séparation du social. Au contraire, ils vivent dans les armées, à la cour, enfin je veux dire, et tout ça est normal, ça n'a rien de... Voilà. Par contre, lorsque la création des académies, l'Académie royale à Londres, elle invente en termes, y compris de la langue, elle invente, bon ça c'est le travail de Shapin et Schaeffer, hein, donc c'est un grand classique, elle invente le scientifique comme témoin modeste de la nature, hein, avec le vocabulaire de témoin modeste, c'est-à-dire celui qui s'efface et la fait parler. Hein. Ça c'est un vocabulaire qui apparaît à ce moment-là. Il n'est pas immédiatement repris en France, par exemple. Vous voyez, vous avez là des choses, il y a des rythmes qui sont complètement différents. D'une certaine façon, enfin voilà, je le dirais comme ça. Ensuite, il faut entrer dans le détail des choses. Peut-être une chose que je dirais, c'est qu'il y a un domaine
dans le monde chrétien occidental au début de l'époque moderne, c'est il y a un savoir qui a, lui, une autonomie, une pureté, une séparation ontologique. D'accord ? C'est le savoir de Dieu, c'est le savoir de la théologie. Alors ça, c'est clair. Et d'une certaine façon, moi, ce qui me semble, c'est que ces propriétés sont échangées avec la science à la fin du XVIIIe, de façon assez globale cette fois. Il n'y a pas encore la science à la fin du XVIIIe, mais il y a quand même les sciences qui commencent à prendre des formes qui ressemblent avec ce qui se passe à l'extrême fin du XVIIIe. Et là, les sciences se mettent à se remplir. On le voit bien avec l'épisode Mesmer. Nous sommes à l'Académie, avant la Révolution, et Mesmer qui, vous savez, les baignoires, les fluides magnétiques, etc. Et là, la commission de l'Académie prend une position extrêmement claire. Ça, c'est un charlatan, nous, c'est la vérité. D'accord ? Et cette position en surplomb, elle est acquise à la fin du XVIIIe, elle se constitue de façon très différenciée, et suivant les milieux, au XVIIe, et au fond, elle occupe symboliquement la position de la théologie avant. Enfin, bon, c'est une hypothèse à laquelle il faudrait travailler, mais a priori, si un étudiant veut travailler là-dessus, je pense qu'il parte dans cette direction, et je veux bien être son directeur de thèse. J'avais une question qui concernait plus spécifiquement la médiation des sciences. Vous le savez, c'est désormais une des missions des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, et on le présente parfois comme la réponse à une crise supposée de la relation entre la science et la société civile, la science et les citoyens. J'aurais aimé connaître votre regard d'historien sur cette analyse et sur la réponse qu'on y propose. Le problème de cette interprétation, c'est qu'elle suppose qu'avant, ce n'était pas le cas, ce qui n'a pas de sens. D'accord ? Il y a des cycles. Je ne dis pas que l'histoire est plate. C'est-à-dire que les 30 Glorieuses ont énormément fait, comme le milieu du XIXe siècle l'avait fait. Elle a renforcé via les améliorations de la vie quotidienne, via toute une série de choses extraordinaires, le pouvoir symbolique de la science et donc d'identification. Et donc vous avez des phases dans lesquelles l'identification est plus forte. Mais c'est jamais universel. Vous avez toujours des parties de la population qui ne sont pas concernées par ça et qui contestent un certain nombre de savoirs des sciences qui s'imposent à elles au nom de d'autres types de savoirs. Et quand on y réfléchit, c'est pas toujours aussi ridicule qu'on pourrait le croire. Donc, historiquement, il y a des fluctuations, mais on n'a jamais été dans un monde où avant, les gens auraient été béats devant la science. Et puis, malheureusement, là, depuis quelques décennies, ils deviennent irrationnels. Enfin, non, ça, c'est un roman. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Comment y faire face, si on peut dire, parce qu'il y a un phénomène qui a changé depuis 50 ans, j'en doute pas, c'est d'abord de bien analyser la nature du changement. La nature du changement, au fond, c'est, pour prendre un vocabulaire concourant, c'est la montée de la société civile, la montée des ONG d'environnement, des ONG de santé publique, etc., qui ont pointé les dégâts du progrès, on va dire, les dégâts environnementaux, les dégâts sanitaires, etc., les pesticides, tout ce que vous voulez. Alors si on le prend comme ça, d'une certaine façon, c'est paradoxal de dire que c'est une critique de la science. D'ailleurs, vous prenez la composition sociologique de toutes les grandes organisations que vous connaissez, Greenpeace, WWF, tout ce que vous voulez. Qui est-ce qui est là-dedans ? C'est vous, c'est des gens comme vous. Enfin, je veux dire, ils ont tous fait des études supérieures, ils sont tous docteurs, ou la moitié d'entre eux. Enfin, je veux dire, ils sont dans ce sens. C'est pas qu'ils deviennent irrationnels, c'est qu'au contraire, ils demandent une rationalité plus poussée dans l'analyse des effets négatifs que produit le progrès. Parce qu'après tout... Donc, si on le pense comme ça, je doute un peu que la réponse, ça consiste à dire il faudrait leur apprendre un peu de science. Parce que c'est pas ça le point, précisément. Je pense que ça, c'est une réaction de défense quand on dit ça. Parce que la bonne réaction, me semblerait-il, ce serait de dire mais voilà des gens qui disent des choses peut-être pas insensées. Si vous voulez, si vous prenez le grand livre de Rachel Carson, qui est le premier grand livre, en 1962, qui fait la dénonciation des usages du DDT et puis d'autres produits chimiques. D'accord ? Donc, qui c'est Rachel Carson ? C'est une prof d'université, elle est biologiste, enfin, je veux dire, c'est pas... Voilà, bon, d'accord. Mais elle est fabriquée, elle est ciblée
Mais alors là, c'est une campagne organisée par l'industrie chimique comme étant une folle. Alors, c'est une femme, ça tombe bien. Une femme, ça peut se qualifier de folle facilement. Un mec, c'est plus compliqué. Un mec fou, ça marche pas pareil. Folle, ça résonne mieux avec toute une série de choses qu'on sait. Vous savez, c'est une sorcière, quoi, en gros, quand même. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au fond, il serait intéressant de se demander qui mène la contre-attaque et essaye de déstabiliser ces personnes. Alors que je dis pas, je veux pas faire un monde irénique des contestataires, mais ne faisons pas le monde inverse où tous seraient au fond des gens un peu simplets. Voilà. Vous voyez, je répondrais un peu comme ça. S'il vous plaît. Oui. Robespierre a fait la déesse raison. Voltaire, c'était le grand horloger. Est-ce que la science n'est pas la déesse d'aujourd'hui? J'ai remarqué que dans votre exposé, vous avez employé le mot savoir et vous avez évité le mot connaissance, alors qu'aujourd'hui, pratiquement tous les scientifiques utilisent le mot connaissance pour le mot savoir. Est-ce que, justement, vous n'êtes pas en train d'écrire une Bible de la science? Disons, je vais répondre sur le point connaissance. C'est vrai que le terme a repris disons, à partir du fameux traité de Lisbonne en 2000, où nous allions vers les sociétés de la connaissance, vous vous rappelez. Donc nous serions entrés dans les sociétés de la connaissance, c'est-à-dire que le mot connaissance a permis, je pense, aux alentours des années 2000, qui est quand même un point haut de la contestation environnementale, de la critique, etc. C'est pour ne pas dire des sociétés scientifiques ou des sociétés techniques. On appelle ça des sociétés de la connaissance, et il nous semblait difficile de réemployer ce mot sans être pollué par ces usages que la communauté européenne avait lancés, sans compter que quand on lit en détail, ces sociétés de la connaissance, une fois sur deux, ça devient des économies de la connaissance, qui est, à ce moment-là, veut dire autre chose. Ça veut dire, faites votre Silicon Valley chez vous, parce que maintenant, les économies de la connaissance, c'est ce qui se passe avec Google, etc. etc. Donc, nous avons été, délibérément, nous avons repris un mot plus ancien, et parce qu'il était moins d'usage dans l'espace public, prêtait moins à mauvaise interprétation dès qu'on commence à lire. D'où l'explication, nous n'avons pas employé le mot connaissance. Nous avons continué à employer le mot de science, en général au pluriel, on peut se le permettre en français, pas en anglais, c'est par exemple très intéressant. Il apparaît plus tard et il apparaît très vite au singulier en Angleterre. Bon, ça c'est une autre histoire, mais en termes sémantiques, c'est intéressant. Donc nous avons gardé, sans les définir, à aucun moment vous en avez une définition, les mots de science et de savoir, en supposant que tout le monde en avait un fond commun suffisant pour nous puissions les remplir au cas par cas dans les 70 chapitres par des histoires différentes où ils prenaient un sens concret. Et éviter connaissance pour les raisons que je viens de dire de politique de la communauté européenne, quoi, en gros. Bonsoir, je voudrais revenir sur votre 8e thèse qui porte sur tout ce qui est spectacle scientifique, culture de la promesse, etc. Donc dans votre premier tome, il y a un chapitre sur les spectacles scientifiques, donc les expositions aussi que vous avez montrées tout à l'heure. Les 2e et 3e évoquent moins ce point-là, mais je voudrais savoir du coup de quoi on parle aujourd'hui en termes d'événementiel et de spectacle. Voilà, si vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'évolution, du coup, parce qu'on se restreint beaucoup, et l'imaginaire se restreint beaucoup au 19e et début du 20e. Puis les expositions ont continué. Après, celle de 1937 aussi a été quand même au niveau du Palais de la Découverte, etc., mais sur un autre pan. Donc je voulais avoir votre avis sur l'évolution de ce dispositif événementiel. Comme je vous disais, le livre est construit de telle façon qu'on reprenne des thèmes qui sont re-racontés différemment à chaque moment, mais qui au fond renvoient à d'autres chapitres. Donc vous avez bien dans le premier volume, effectivement, un chapitre sur ces formes de mise en scène des savoirs et des sciences en particulier dans la période moderne. Puis vous en avez un dans le 19e. Peut-être dans le 19e, il y en a un entier consacré aux expositions. On a pris vous comprenez, on ne pouvait pas raconter tout. Donc nous avons choisi.
Sur le 17e, ce n'est pas des expositions, c'est d'autres formes, mais au 19e, il nous a semblé que l'expo, c'était vraiment quand même le grand truc. Donc, on a pris ça, et c'est une grande experte des questions des expositions qui a fait ça. Pour le XXe siècle, on n'a pas construit un chapitre équivalent. Il n'y a pas un chapitre en tant que tel. C'est-à-dire que dans l'économie du dernier volume, ça nous semblait trop lourd, et nous n'avions pas l'équivalent de l'expo qui nous est venu immédiatement à l'esprit, et donc pour des raisons d'équilibre, d'intérêt de développer d'autres choses, donc on va le retrouver seulement ponctuellement dans l'intérieur des autres chapitres. Voilà. Il est probable que un des endroits où c'est bien visible, c'est dans le chapitre d'introduction. Il était prévu que chaque volume commençait par la même question. Et ça s'appelait « Figure de science ». C'est quoi la figure? C'est quoi le savant au XVIIe siècle? C'est quoi le savant en 1850? C'est quoi le savant en 1950? Voilà, c'était ça. C'est quoi? D'accord? C'est quoi cette figure? Comment elle s'incarne? Alors, comme ça arrive parfois, l'auteur pour le volume 2 n'a jamais rendu son papier. Il a quitté l'université, il s'est retiré dans la montagne. C'est vrai, hein, bon, voilà. Chose qui arrive. Bon, alors, et puis il ne nous l'a pas dit, et quand il répondait pas. Puis un jour, on nous a dit, mais vous savez, c'est retiré, il ne vous répondra plus jamais. Donc, voilà. Donc, il n'y en a pas au début du deuxième chapitre, mais il y en a un. Il y a les figures de savants sur le premier volume, et vous avez figures de scientifiques dans le troisième volume. Or, là, nous avions demandé à Steve Shapin de nous faire ça, parce qu'il connaissait bien la période moderne, donc c'était intéressant de lui faire raconter ça pour le XXe siècle. Et là, si vous voulez, là, on le voit, c'est-à-dire c'est la fabrication de la figure. Et évidemment, il en fait deux analyses. Il montre statistiquement comment, dans le monde de la guerre froide, il faut mobiliser les scientifiques pour la guerre. Et donc, on se met à les compter, on se met à les définir. Il y a des ingénieurs, Et puis, à travers toute la classification statistique, il nous montre ces figures. D'accord? Et puis, à la fin, dans la deuxième partie, il prend deux images, qui sont Einstein, bien sûr, parce que ça, c'est la première figure sur la moitié du siècle, et puis Craig Venter, pour la dernière, qui est le businessman des biotechnologies, quoi. Celui qui a battu le consortium pour le programme Génome avec son entreprise privée, enfin, je veux dire, le grand aventurier des sciences biologiques, techniques et du business. Donc, et là, on voit bien à travers ces images ce qui se fabrique comme image de la promesse et de la variété de ces images de promesse, si vous voulez. Vous le trouvez aussi dans le dernier volume, dans l'article de David Edgerton sur les sciences et l'industrie. Et là aussi, il montre bien toute une série de formes que peut prendre cette mise en scène. Voilà. Mais il n'y a pas de chapitre en tant que tel. Voilà. C'était pas, d'une certaine façon, dans les équilibres, on a abandonné cette idée-là. Et en plus, on n'avait pas le truc. Donc, voilà, on n'allait pas faire un truc académique, racontez-nous. Voilà, ça nous semble. On a essayé de garder des formes plus dynamiques dans l'écriture. Quand vous parlez de culture de la promesse, vous laissez promesse délibérément ouvert, j'imagine. C'est une promesse de quoi? Une promesse qui est faite par qui? Pour qui? Est-ce que ce que promettent les scientifiques, c'est la même chose que ce que les publics pensent que les sciences lui promettent? Enfin, voilà, je voulais connaître votre avis là-dessus. C'est un thème qui a repris une certaine vigueur depuis 2 ou 3 ans. Il y a un ouvrage que nos amis de Lausanne ont publié avec des auteurs, pas seulement de Lausanne, mais francophones d'un peu tout, de Belgique, de France, etc., qui est pour l'instant ce que je trouve de plus intéressant. Et il montre effectivement qu'on peut prendre la question de la promesse de tas de façons. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la promesse sur les grands programmes de l'ERC? L'ERC, c'est le Conseil européen de la recherche qui finance énormément la recherche scientifique. Par exemple, ce volume analyse le grand programme qui a été développé sur le cerveau, qui a reçu quand même
1 milliard, hein, donc c'est une somme non négligeable. Et ils analysent le discours du projet qui a été financé, qui est vraiment un discours de la promesse, c'est-à-dire qu'on va tout savoir sur votre cerveau, on va le connaître par cœur, on va tout comprendre. Enfin, je veux dire, et ça paraît assez extraordinaire, mais l'analyse, par exemple, vous avez un article très brillant d'un historien de la médecine de Lausanne qui raconte ça, mais vous avez des articles sur la promesse contrariée, vous avez, voilà, donc il faut tout à fait aller dans la direction que vous allez. Mais si vous permettez, maintenant, je ne vais peut-être pas recommencer un deuxième exposé et on pourrait aller boire un coup, quoi. Moi, j'ai soif maintenant, parce qu'ils me font travailler ici depuis 9 heures ce matin. Hein, donc, tu témoignes. Oui. Aux sciences et à leur histoire et à leurs historiens. Hein, voilà, donc merci beaucoup. Et puis rendez-vous donc à côté.